Bonsoir à tous et à toutes. On va aborder maintenant la fin du volet sociologie, en débutant avec la mondialisation. Il y a deux niveaux particuliers. Il y a l'impact sur la culture, ça c'est les valeurs sociales, la langue, modification du travail, comportements sociaux et libertés individuelles. Puis tu as l'impact sur les messages médiatiques. Fait qu'il y a une uniformisation, puis il y a beaucoup plus de divertissement aussi. En résumé, la mondialisation, c'est le village global. Fait que le village global, c'est la planète. La mondialisation apporte une liberté individuelle modifiée. C'est le discours et le main pour tous. Un message informatif qui devient ludique, soit le divertissement. Aujourd'hui, la mondialisation du travail amène le déménagement d'usines dans les pays du tiers-monde. Certains dirigeants de grandes entreprises sont accusés de faire fabriquer leurs produits dans certains pays de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Par exemple, de faire travailler leurs employés dans des conditions difficiles. Ça, le pire, c'est qu'on peut voir actuellement un parallèle avec ce qu'on appelle à la TV, pas juste à la TV, mais dans les médias, la problématique de la gestion de l'offre. Ça, c'est un effet pervers justement qui provient de la mondialisation. Ensuite, ça nous amène à la médiatisation de cette même mondialisation. Comment gérer une société autre que l'éducation? L'éducation passe par l'information populaire, c'est souvent le bouche-oreille, les débats, des soirées artistiques, etc. Mais aussi par le biais des médias. Les médias sont le médium entre l'individu et l'information transmise. Souvent, celle-ci transmet de la fausse information afin de manipuler l'information médiatique de la vérité, plus souvent véhiculée par l'information populaire. C'est le principe en communication de toute simple de l'émetteur au récepteur. Ce qui arrive ici, c'est que l'émetteur véhicule une idéologie que le récepteur va croire dur comme fer à cette réalité, comme l'unique vérité. C'est le principe de la propagande, puis le but ultime est de l'identifier et de le dénoncer. Et la propagande est l'outil le plus efficace par les plutocrates pour fouler les droits du peuple et leur enrichissement. Parfois, même si on est conscient et on dénonce l'oligarchie et ses penchants malsains, le camp oligarque se trouve à être trop puissant ou surpuissant que même l'antipropagande semble inefficace. Pour ce qui est attrait aux médias dans le contexte québécois, on a plusieurs radios d'opinion, privées comme publiques, chaînes de télévision et de journaux indépendants ou non. Le problème qu'apportent les médias, c'est qu'aucun n'est vraiment objectif et que ceux qui le sont minoritaires. Il faut regarder que chaque chaîne, radio ou journal possède une idéologie qui met de l'avant et en fait la promotion active, tout en conservant la liberté de presse. Mais c'est une illusion. Il y a un groupe qui défend l'idéologie du journal, par exemple, va être plus résilient à publier un article qu'il critique. Là, on accuse les droits d'auteur de diffamer, etc. Fait qu'il n'y a aucun média qui est subjectif, même si l'éditorialiste est le plus ou moins flexible avec les différents points de vue des auteurs. C'est sûr que dans un monde idéal, ça serait d'avoir un média totalement objectif, mais c'est impossible. Donc c'est ça, il y a certains médias qui sont porteurs de propagande. Laswell s'est attardé aux fonctions remplies par les médias. En 1948, il définissait typologie de 3 fonctions. Surveiller l'environnement social et du groupe, assurer la cohésion sociale et transmettre l'héritage culturel à travers la culture d'une génération à l'autre. La fonction de divertissement s'est ajoutée par la suite. D'ailleurs, le sociologue Robert K. Merton intégrera cette approche les notions des fonctions latentes, qu'on appelle non intentionnelles, ou manifestes, voulues, de l'action médiatique. T'as les effets de la communication qui peuvent différer des intentions de l'émetteur, selon Merton. Selon Laswell, les médias injecteraient des attitudes et des modèles de comportement directement dans le cerveau des individus. L'action médiatique consisterait à piquer la population, à ce que jusqu'au résultat escompté. L'omnipuissance des médias provoquerait un impact massif, direct et indifférencié sur le public composé d'individus isolés, donc vulnérables. En outre, la théorie de la piqûre, toujours liée à la conception influence massive des médias, soutient que ces derniers prescriraient ce qu'il ne faut pas penser. Ils n'exerceraient pas une simple fonction de régulation sociale, telle est l'équilibre de la société, comme le prétend le fonctionnalisme, mais une domination idéologique sur la population victime d'un processus d'aliénation. Puis, la théorie de la piqûre au Québec, comment qu'on peut la voir de manière très concrète, mais on veut juste savoir les sondages. Notamment grâce à la contribution du philosophe Louis Althusser, qui considérerait
les médias comme des appareils idéologiques d'État. La société unidimensionnelle générait, selon Herbert Marcus, une culture par surcroît aliénante, asservissante. Or, t'as une autre théorie, la théorie du silence, qui est apparue en 1974 aux États-Unis, qui accorde également un rôle important aux médias. Cette théorie porte sur l'action des médias dans la construction de l'opinion publique, qui soutient que les médias structurent les perceptions, l'indiquant ce qui est portant et partagé par la majorité et ce qui ne l'est pas. Selon Elizabeth Noel Norman, les médias répètent ad nauseam des messages qui reflètent les opinions majoritaires vues comme légitimes. Du coup, cela poussera au silence les expressions minoritaires qui se sentent et se perçoivent donc illégitimes, voire isolées socialement. Redoutant l'exclusion, elles se tairont et se retireront d'elles-mêmes de l'espace public. Ainsi, ce silence imposé par le poids du don renforcera le consensus politique et la conformité sociale. Donc, le public formerait une foule elliptisée. L'exposition média, selon George Gabner, orienterait les perceptions et croyances qui concernent l'environnement extérieur des individus. Ces effets seraient cumulatifs et quasi imperceptibles à long terme. Le public intérioriserait des contenus idéologiques par l'utilisation massive de la télévision, plus particulièrement les grands télévores, développerait une vision du monde. Sur une longue période, ce bien culturel alimenterait des émotions de peur, d'insécurité. Le monde réel serait perçu comme dangereux. Il reste que les médias présenteraient des événements qu'ils estiment importants. Du coup, ils exerceraient une sélection des faits jugés pertinents parmi la masse des informations qui circulent. Ils focaliseraient l'attention du public sur certains événements, enjeux ou problèmes dits d'actualité, en les hiérarchisant par ailleurs, sans pour autant lui dicter son opinion. Bref, un travail de tri, les médias définiraient ce à quoi il faut penser. Par ailleurs, imposer au public ce qu'il faut qu'il pense nuirait, selon certains, à la démocratie, tout autant que les actions propagandistes. J'espère. Messieurs Chomsky et McChesney ont rajouté ceci à propos de la propagande et ou des médias. Le procédé établi par le patronat consisterait à monter la population contre les grévistes en les présentant comme des agitateurs dangereux pour la population, opposés au bien commun, le bien qui est commun à l'homme d'affaires, aux travailleurs, à la femme au foyer, à nous tous qui voulons vivre et travailler ensemble, qui aspirons à l'harmonie, au bienfait de l'américanisme. Là réside le principe d'une bonne propagande. Il s'agit de créer un slogan que personne ne puisse contester et que tous l'approuveront. Aussi, l'assise commerciale des médias a des effets négatifs sur la manière dont s'exerce la vie politique en démocratie. La fausse démocratie qui parle. Cette situation appauvrit la culture politique, ce qui conduit les citoyens à se dépolitiser, à devenir apathiques et de faire des choix purement égoïstes. Il y a la propagande aussi. Découlant du pouvoir et de l'influence par le biais de l'ingérence médiatique par les élites, la propagande existe bien, surtout dans le fait québécois. Il y a un article de Charles Petro qui explique la propagande et la communication politique qui sont directement liées. Rapportant les propos de Christian Delporte, professeur d'histoire contemporaine à Versailles. La manipulation de l'opinion est, on s'en doute, une tentation forte du politique, qui, à défaut de convaincre par les faits, sera tenté d'obtenir la confiance des électeurs en les émouvant, les choquant, les indignant. La communication politique est la fille cachée de la propagande. À une différence près, cependant, la propagande était le signe de l'affrontement des idéologies, alors que la communication gère le quotidien. L'homme politique s'adresserait surtout à ses militants pour qu'ils portent sa parole. Maintenant que la parole est devenue concurrentielle, la politique doit tout faire pour capter l'attention. Nous ne faisons plus de politique pour les idées, mais bien pour le dos de qui est le plus pire, c'est vraiment déplorable. On manipule l'information des fins électoralistes et cacher directement la vérité. C'est merveilleux. Abordons maintenant son schéma. Dans un échec découlant d'une analyse du temps de la Seconde Guerre mondiale, on explique les points du schéma de la propagande.
les propagandes commerciales. 1. La différenciation des groupes d'individus influencés. 2. L'établissement des buts psychologiques à atteindre les événements de chaque groupe. 3. La création d'organes pour réaliser l'action vers ces buts. 4. La création par ces organes des formes d'action propagandistes. 5. La distribution d'actions dans l'espace et dans le temps. Fait que ça, c'est l'établissement du plan de campagne. 6. La coordination de ces actions. Et 7. Le contrôle de la campagne, notamment de la préparation des actions, de leurs exécutions et de leurs effets. Fait que dans ce temps-là, il faut construire une contre-propagande. Soit sur la propagande et la distorsion entre ceux qui caractérisent le pouvoir et l'influence, le Québec ne pourra pas s'en réchapper. Si on a des balises claires, que les élites révolutionnaires, et ils existent mais ont peu de poids, soient cohérents. Il faut construire la contre-propagande. Celle-ci va comme suit. 1. Repérer les thèmes de l'adversaire, les isoler et les classer par ordre d'importance, puis les combattre isolément. 2. Attaquer les points faibles. 3. Ne jamais attaquer de front la propagande adverse lorsqu'elle est trop puissante. Mais pour combattre une opinion, il faut partir de cette opinion même, trouver un terrain commun. 4. Attaquer et déconsidérer l'adversaire. 5. Mettre la propagande de l'adversaire en contradiction avec les faits. 6. Ridiculiser l'adversaire. Puis 7. Faire prédominer son climat de force. Donc, on vient de faire croire qu'il n'y a pas de propagande dans la société québécoise ou ailleurs en Occident. Je serais très surpris. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine, nous commencerons le volet économique.